fonctionnelle modérée à sévère. Et, bon, il y en a qui se servent de la fameuse échelle de 1 à 10. C'est une échelle qui prétend être objective. Je pense que c'est peut-être la chose qui est la plus subjective comme telle. Les patients à la clinique de la migraine qui sont bien connus pour être migraineux, ils disent que pendant 15 jours, ils ont une migraine tous les jours, 10 jours plus, on voit bien que c'est très subjectif. Alors, c'est mieux peut-être de faire voir quelle est l'importance de cette céphalie. Alors, normalement, les parents vous diront que l'enfant ne peut plus fonctionner lorsqu'il a cette céphalie. Il se couche de lui-même, il arrête son jeu, il pleure, et on voit donc il faut, par d'autres questions, essayer de voir quelle est l'intensité de la céphalie. Mais pour que ce soit qualifié pour une migraine, donc, en principe, il faut qu'elle soit modérée à sévère et aggravée par l'activité physique. Donc, 2 des 4 critères que j'ai mentionnés et au moins un des symptômes suivants, nausées, vomissements. Les nausées, dans 90% des cas, les études de population importantes disent qu'à 90% des cas, les migraineux ont des nausées et 50% ont des vomissements. Et photophobie, sonophobie aussi, qui est très fréquente. Alors ça, ce sont pour dont la migraine sans aura. Ce qu'on appelait avant la migraine commune. On appelle maintenant la migraine sans aura. On a aussi des migraines avec aura. Pour qualifier, pour que le diagnostic soit définitif, il faut qu'il y ait au moins 2 épisodes. Et quand on parle d'aura, on parle donc qu'il y a une dysfonction très claire et très bien documentée d'une partie du parenchyme cérébral, que ce soit peut-être au niveau du tronc cérébral, que ce soit au niveau du cortex. La grande majorité des auras migraineux, c'est surtout des auras visuelles. Tantôt, je vais les démontrer et les expliquer de façon plus claire. Ça peut être aussi un aura qui est de type sensoriel. Alors, souvent, la patiente vous dira qu'il y a une hyménopsie, par exemple, d'un côté. Du côté de son hyménopsie, la patiente va aussi se plaindre d'une dysesthésie des engourdissements. En général, ça affecte surtout la région périorale, la figure et le membre supérieur, beaucoup plus rarement le membre inférieur. Parfois même, ça peut être une atteinte de la motricité, une légère faiblesse. En général, la faiblesse, c'est une parésie, elle est très légère. On verra qu'il y a une condition, il s'agit d'une hémiplégie comme telle, qui est une forme complexe de migraine. En général, la parésie, elle est plutôt légère. Ce qui prédomine, c'est l'atteinte visuelle et ce sont les dysesthésies. Parfois aussi, si c'est du côté dominant, il faut se souvenir, et on verra tantôt la physiopathologie, comme c'est une atteinte du parenchyme cérébral, si c'est du côté dominant, on peut avoir des difficultés, on peut avoir une dysphasie, surtout expressive, essentiellement expressive, ça peut même aller jusqu'à l'aphasie comme telle. Et le début, en général, il est graduel. L'aura, en principe, doit durer moins de 60 minutes. Si c'est au-delà de 60 minutes, c'est atypique. Il faut se penser que c'est un processus expansif. Et avec, donc, normalement, entre l'aura et le début de la céphalie, il ne peut pas y avoir un délai de plus d'une heure. Et donc, et bien sûr, encore une fois, ça va faire partie du diagnostic différentiel, il faut que toute autre étiologie soit exclue, tout processus intraparenchymatique, que ce soit un processus tumoral, que ce soit par exemple une malformation artério-veineuse, doit être exclu par le reste de l'examen. Quelle est la physiopathologie de la migraine? C'est un sujet qui est très complexe, c'est un sujet aussi qui est en voie de, on n'a pas encore le dernier mot sur la physiopathologie exacte. Oubliez, peut-être les gens de ma génération ou un peu plus jeunes aussi, oubliez la théorie vasogénique. Vous savez, il y a une théorie vasogénique, c'est une maladie des vaisseaux. Dans un premier temps, il y a une constriction des vaisseaux, il y a après une dilatation des vaisseaux. Oubliez cette théorie, elle est complètement abandonnée, complètement exclue. On pense maintenant que la migraine, c'est véritablement une maladie, une condition qui affecte d'abord le parenchyme cérébral. Donc, c'est le parenchyme cérébral qui est impliqué en premier lieu, et par la suite, il y a des conséquences au niveau vasculaire. Et donc, le premier indice, il y a une dépression corticale qui est propagée.
cette dépression, en général, elle est souvent dans les régions postérieures et elle progresse vers les régions rostrales en passant par les régions postérieures et parfois aussi en impliquant le tronc cérébral. Ça explique d'ailleurs l'aura très bien, cette espèce de dépression là, qui, d'ailleurs, ça a été documenté par des PET scans et par des études aussi de flux sanguins cérébraux. Et il y a beaucoup d'études dans ce sens. Cette dépression corticale provoque une cascade d'événements qui affectent le cortex, les méninges, le tronc cérébral, et en particulier certains noyaux du tronc cérébral, qui font qu'il y a une libération des neuropeptides vasoactifs. Alors, vous avez toute une liste, le glutamate, les prostaglandines, la substance P, la neurokinine A, la peptide liée au gène de la calcitonine, la sérotonine, les neuropeptides qui sont les neuropeptides vasoactifs les plus importants, c'est surtout la substance P1, neurokinine A, et particulièrement la peptide liée au gène de la calcitonine. On verra que les nouveaux traitements spécifiques pour la migraine, qu'on appelle les triptans, ont un effet particulier au niveau des peptides liés au gène de la calcitonine. Et cette libération donc de neuropeptides vasoactifs amène une activation aussi des afférences vasculaires du trijumeau, et donc ça implique les vaisseaux de la femelle, de la diurmère, des méninges, et en conséquence, il y a, là c'est secondaire, donc première atteinte donc parenchyme cérébrale, et par la suite secondairement une atteinte avec vasodilatation et aussi réponse inflammatoire dans la diurmère. Quelqu'un même qui a fait une crise de migraine aiguë, si on lui fait une ponction lombaire, on peut voir même quelques cellules dans les pieds céphalochimiques. Donc, ceci amène la conséquence une augmentation du débit sanguin de l'artère méningée moyenne, une extravasation protéique dans la diurmère et libération des neuropeptides. Alors, c'est un enclenchement qui se produit, et donc une surproduction de ces neuropeptides qui sont vasoactifs, qui ont un effet donc sur les petits vaisseaux, sur les terminaisons nerveuses, et qui ont aussi un effet de type inflammatoire. Alors, dans la migraine, j'ai dit qu'il y a deux types de migraine, la migraine sans aura, la migraine avec aura. C'est très important de faire la distinction. La grande majorité des auras dans la migraine, ce sont surtout des auras de type visuel. Alors, on peut avoir deux types d'auras visuelles. Ça peut être positif, des auras visuelles positives, sous forme d'hallucination, ou négatives, sous forme de scotome. Ce qui est le plus fréquent, ce que la plupart des enfants décrivent, c'est des phénomènes de photopsie. Photopsie, qu'est-ce que c'est? Ils vont dire, j'ai des flashs lumineux. Ils vont décrire des points, des petits points de différentes dimensions. Parfois, ils vont dire que c'est des petits points qui sont lumineux. Parfois, ils vont dire que c'est des petits points de toutes sortes de couleurs. Parfois, ils vont dire que c'est comme des stries devant leurs yeux. Alors, ce sont des phénomènes de photopsie et en général, ça constitue le premier indice donc de l'aura et par la suite, qui va suivre par une céphalie. On peut avoir, comme je vais le montrer tantôt, des phénomènes beaucoup plus complexes de macropsie, de micropsie, de distorsion de l'image comme telle. Je vais vous montrer tantôt des exemples. Et on peut aussi avoir des auras visuelles négatives. C'est les scotomes. La plupart des jeunes enfants, et je dirais des préadolescents, très rarement vont décrire un scotome visuel. Alors, il faut vraiment, une fois que vous avez déjà bien orienté dans votre diagnostic, vous devez essayer de lui faire préciser cette chose-là. Moi, je dis toujours, regardez devant vous, vous avez ce qu'on appelle le champ visuel qui est devant vous. Est-ce que dans ton champ visuel, est-ce qu'il y a une amputation d'une certaine partie de son champ visuel? Et parfois, les adolescents volontiers, mais parfois, même parfois des jeunes enfants vont dire, oui, il me semble que je vois beaucoup moins clair d'un côté. Alors, donc, ça peut être sous forme d'une hémianopsie comme telle, qui est le plus caractéristique, qui est une des plus caractéristiques auravisuelles dans la migraine. Ça peut être une amorose, donc une perte complète de la vision. On verra tantôt un exemple très concret.